Bonsoir, soyez les bienvenus dans votre édition d'information ici en Provence-Alpes. Dans ce journal, la première journée du mondial, la Marseillaise à pétanque. Plus de 14 000 joueurs étaient ce matin en lice. Participation record cette année. La finale du trophée féminin et celle du mondial des jeunes se sont déroulées ce dimanche. Qui de l'adjoint au maire, de l'expert, du syndic ou des copropriétaires sera jugé responsable des effondrements mortels de la rue d'Aubagne? C'est demain que le tribunal correctionnel de Marseille rendra son jugement, plus de 6 ans et demi après ce drame qui a fait 8 morts. Le charançon rouge, un insecte venu d'Indonésie qui, depuis près de 20 ans, s'attaque aux palmiers et les décime. Notre littoral méditerranéen est particulièrement touché. Lutter contre la propagation de ce nuisible s'avère extrêmement difficile. La deuxième étape du Tour de France était aujourd'hui la plus longue de cette 112e édition, 209 km dans les Hauts-de-France. Et c'est le Néerlandais Mathieu van der Poel qui a endossé le maillot jaune à Boulogne-sur-Mer. Toute la journée, ça a tiré et pointé au Parc Borelli et dans une trentaine d'aires de jeu réparties dans Marseille. Au mondial, la Marseillaise à pétanque. Chaque partie se joue en 13 points sur le principe de l'élimination directe. Frédéric Soulier nous raconte les temps forts de ce premier jour de compétition. Bonsoir Claire, ce dimanche a été riche en finale à sensations et c'est le trophée féminin Paprec qui nous a offert une finale indécise jusqu'à la fin avec la double championne du monde Charlotte Darod tenant tête à l'équipe de Cindy Perrault 12-12 et au bout du suspense, finale remportée par Cindy Perrault, Sandrine Poinceau et Maëlle Bertrand, deuxième trophée au mondial pour Cindy Perrault. Le trophée Crédit Mutuel Mondial des Jeunes nous a gratifié de notre exploit avec la victoire de Tilan Capfer qui entre dans la légende du mondial. Annie a remporté le trophée dans 3 catégories, Benjamin, Cadet et Junior aujourd'hui. Pour le concours général, aucun problème pour les favoris, en particulier Suchot, Quintet et Jouffre, de véritables monstres intouchables. À suivre la suite des événements, c'est tout simplement demain dès 9 h sur l'ensemble de nos antennes. Rendez-vous est pris sur l'autoroute A8 au niveau de Brignoles. Les sapeurs-pompiers varois sont intervenus en début d'après-midi pour un feu de fourgon. L'incendie s'est propagé à la végétation au nord de l'autoroute. Le feu est désormais fixé. 3,5 hectares ont brûlé. Plus d'une centaine de pompiers ont été mobilisés. 3 hélicoptères bombardiers d'eau, un Dash et un Canadair ont fait partie des engins engagés. En raison de la sécheresse, des fortes chaleurs et du vent, les pompiers sont donc en alerte maximale et incitent à la plus grande prudence face au risque d'incendie. Demain, dans les Bouches-du-Rhône, tous les massifs forestiers, sauf celui de la Sainte-Baume, seront fermés. L'accès, la présence et la circulation des personnes ainsi que les travaux y seront strictement interdits. Dans le Vaucluse, le massif de la vallée du Rhône sera également fermé demain. Idem pour le massif des Maures et de l'Estérel dans le Var. En ce premier week-end de juillet, de nombreux vacanciers sont déjà arrivés dans notre région. Ils ont pris leur marque pour le plus grand plaisir des professionnels du tourisme. Reportage dans le Var de Laetitia Legendre, Laura Baquet et Raymond Chaplard. Se mettre enfin au vert pour profiter de la Grande Bleue. Le programme chargé des hostilités pour des vacanciers bien fatigués après une journée de trajet. Les Cigales, comme comité d'accueil. Est-ce que ça passe là? Pour la famille Mourmans qui vient de Belgique. 12 heures de route au compteur et à peine posé les valises à l'hôtel pour débuter les vacances, quelques petits rituels. Une photo pour les souvenirs, une place en terrasse et la piscine dont ils ont tant rêvé. C'est une période qu'on attend toute l'année, donc oui, on se réjouit. Plus qu'un petit rosé maintenant pour arroser tout ça et puis on sera bon. Leur hôtel affiche quasi complet dans les prochaines semaines, avec souvent des réservations de dernière minute. On a un taux de fréquentation qui est de 95 à 85% en ce moment, donc on travaille bien. Donc la saison, elle commence bien là? Elle a déjà bien commencé, on a fait un très bon mois de juin. Sur le sable, les vacanciers prennent tout de même quelques précautions en ce début d'été. Alors qu'est-ce que ça fait de retrouver l'odeur de la crème solaire? C'est le soleil, c'est la plage, c'est le bronzage. C'est la détente. Pour répondre à la demande, j'ai une dorade royale, s'il vous plaît. Ce restaurant de Saint-Raphaël a de son côté doublé ses effectifs pour la saison.
Le midi, on a une centaine de personnes. Le soir, on passe de 250 à 300 personnes. Là, on envoie du charbon. On a l'équipe qui sont avec et qui sont formés pour ça. Un bon verre à consommer avec modération, une légère brise, un plat tout en gourmandise, la recette gagnante d'un bon début de vacances. En cette période de forte chaleur, les îlots de fraîcheur sont très recherchés. Maxime Menevaux et Alexandre Dequitte vous emmènent au bord de la rivière à Sillan-la-Cascade dans le Var. C'est un endroit qui attire les amateurs de calme et de nature. À Sillan-la-Cascade, les méandres turquoises de cette rivière apportent un vent de fraîcheur. Ses habitués apprécient. Nous, on est venu chercher cette fraîcheur-là. Je vous le disais, c'est un endroit où on vient souvent, c'est un petit peu une sorte de pèlerinage pour nous, mais bien évidemment, on attend l'été pour le faire. Et là, c'était bien évidemment approprié avec la canicule, c'est le moment d'y aller, quoi. Un peu plus loin, ce couple venu de Toulon fait une pause au bord de l'eau, idéal pour immortaliser le paysage et se rafraîchir. On a moins 10 degrés là par rapport à là-haut, par rapport au village. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien aussi au moral, parce que la chaleur, c'est pas toujours évident, quoi. Donc on se sent vraiment bien, on se sent apaisé, quoi, par rapport à la chaleur de là-haut où il fait pas loin de 40 degrés, quoi. Ici, la baignade n'est pas autorisée, mais ce berger australien, lui, en profite quand même pour prendre un petit bain dans une eau à 20 degrés. Je pense plus difficile pour le chien. Nous, on est habitués, on vient d'Antibes, donc on va dire qu'on est habitués, mais elle, c'est son premier été, donc elle connaît pour la première fois, du coup. Et elle a le droit de se baigner, par contre. Elle a le droit de se baigner, apparemment, ouais. Les chiens sont des privilégiés. Posé sur un rocher, Wesley, 11 ans, profite de cette pause fraîcheur hors du temps. On est bien, il fait froid, il fait frais. On regarde le paysage et voilà. On oublie tout. Ouais, on oublie tout. Et pour ceux qui veulent absolument se baigner, direction Salerne, à 7 km de là. Ici, une magnifique piscine naturelle offre également un cadre idyllique face aux chaleurs estivales. Autre site remarquable dans notre région, les Calanques entre Marseille et Cassis, par goût du défi pour l'adrénaline ou pour s'exposer sur les réseaux sociaux. De plus en plus de personnes se jettent à l'eau en sautant du haut des falaises malgré l'interdiction. Un champion recordman du plongeon de haut vol dispense des conseils pour éviter drames et imprudences. Reportage de Théo Souman et Pierre Véraud. Perché sur la corniche, 12 mètres au-dessus de la mer, il se jette à l'eau. Quelques secondes de frisson pour des adolescents en quête de sensations. La pratique est interdite, mais elle se perpétue dès l'arrivée des beaux jours sur le littoral marseillais. Oh là là, dans les airs, on fait comme ça pour garder l'équilibre. En arrivant, on se met tout droit. Et en plus, on a l'impression de se déconnecter dans les airs. Je sais pas, la sensation, elle est bien. Si on réfléchit, on saute pas après. Quand tu sautes, t'as un peu de risque et du coup, t'as de l'adrénaline, t'es un peu comme un fou dans ta tête. Si t'es Marseillais et que t'as 13-14 et t'as pas sauté, c'est bizarre, quoi. Tu sais que c'est interdit? Ouais, on sait, souvent il y a des amendes et tout, mais franchement ça va, on arrive à esquiver, on va dire. Sauter depuis la corniche Kennedy est en effet interdit depuis 2006 à Marseille, par arrêté municipal. Et pour cause, chaque été, les marins-pompiers multiplient les interventions pour secourir des plongeurs imprudents. Il y a des risques de chute soit dans les rochers, soit dans une hauteur d'eau qui n'est pas suffisante, soit une mauvaise réception. Et dans les cas les plus défavorables, la personne tombe inconsciente et elle peut derrière se noyer et décéder. On ne se rend pas compte tant qu'on n'a pas été confronté à malheureusement l'accident, du danger qu'on prend quand on saute de cette hauteur-là. Si beaucoup continuent à braver le danger, c'est aussi parce que le saut de falaise est devenu très tendance sur les réseaux sociaux. Des vidéos virales, toujours plus spectaculaires. Dans cette course au buzz, un Marseillais est sorti du lot. Fabio Arnold, 21 ans, a réalisé des figures invraisemblables. 3, 2, 1, c'est du... Des vidéos qui lui ont valu d'être suivies par plus d'1 million de personnes. Mais en avril dernier, c'est l'accident. En préparant un nouveau saut, il a chuté de 16 mètres et souffre aujourd'hui de multiples fractures aux jambes. Il devra subir plusieurs opérations avant de pouvoir remarcher.
Je pense que les gens, me voyant en fauteuil, ils vont se dire « Ah oui, peut-être que si je manque un saut, je vais finir comme ça ». Je cherchais trop le buzz. Et chercher trop le buzz, on fait plus forcément ce que l'on aime, on fait ce que les gens aiment. Aujourd'hui, je l'ai regretté, je l'ai payé. Et tout ça, ça va servir peut-être à pouvoir sensibiliser un maximum de personnes. Et si je peux éviter un maximum d'accidents, franchement, je le ferai de tout cœur. Pendant sa longue convalescence, le jeune homme a décidé de mettre à profit sa notoriété pour diffuser des messages de prévention. À Cassis, dans les Calanques, il n'y a pas d'arrêté interdisant les sauts. Ici, les jeunes sont nombreux à vouloir se lancer. Depuis son bateau, Lionel Franc les repère vite. À 55 ans, ce plongeur expérimenté, surnommé Loulou des Calanques, consacre une partie de son temps libre à apprendre les bases à tous ceux qu'il voit sauter des falaises. Fais attention à toi, hein. Allez, ferme. Voilà. Pourquoi tu mets en travers? C'est volontaire? Ouais. Ok. Bon, c'est pas simple, hein. Auprès de ce groupe de débutants, il ne cherche pas à les dissuader. Il préfère leur apprendre la technique pour réussir à bien se réceptionner dans la mer en évitant la blessure. Tire les talons encore plus. Regarde. Gainé. C'est gainé. Et tu vas rentrer dans l'eau comme une barre de fer. Ferme. Voilà, c'est super. Rentre en avant. Ferme. Voilà, c'est pas mal. C'est intéressant de venir et d'avoir quelqu'un qui peut nous aider et nous donner des conseils sur notre saut et nous sécuriser. Quand je passe, je les vois et puis c'est un plaisir de partager. Mais je peux pas être tout le temps là et effectivement, de passer le message à chaque fois, il y en a qui deviennent de plus en plus expérimentés, qui eux, à leur tour, peuvent passer le message et c'est là où on y gagne. La spécialité de Lionel Franc, c'est le plongeon tête en avant. Il détient même le record du monde à 36 mètres. Ce jour-là, il a prévu un saut à 30 mètres dans les Calanques de Cassis. Ok. Pour lui et tous ceux qui l'observent, le temps s'arrête. Son plongeon est parfait. Mais il aura fallu des décennies d'entraînement à Loulou des Calanques pour acquérir une telle maîtrise. C'est un projet depuis plus d'un demi-siècle. À Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, le contournement autoroutier de la commune a reçu le feu vert de l'État. Un plan de financement d'environ 190 millions d'euros validé cette semaine en préfecture à Marseille. Le projet aurait pour but de détourner l'essentiel des 50 000 véhicules qui traversent la ville par la route nationale 568. C'est un jugement très attendu. Demain, le tribunal correctionnel de Marseille rendra son jugement dans le procès des effondrements de la rue d'Aubagne. 8 personnes sont mortes le 5 novembre 2018. Alors qui, de l'adjoint au maire, de l'expert, du syndic ou des copropriétaires sera tenu responsable dans ce drame du logement indigne? Retour sur ce procès qui s'est tenu à l'automne dernier avec Adelina Paris. Qui sera reconnu coupable des effondrements mortels de la rue d'Aubagne? Après 1 mois et demi de procès, le jugement est attendu demain à partir de 10h. La fin d'une affaire hors norme pour ce drame qui a eu lieu au centre-ville de Marseille le 5 novembre 2018. Ce jour-là, 3 immeubles se sont effondrés et 8 personnes y ont perdu la vie. L'accident a permis de mettre en lumière les problèmes de logement indigne dans la cité phocéenne. Espérons qu'il y a une justice dans ce pays, qu'elle est égalitaire pour tout le monde et qu'eux seront condamnés, même si ça prend du temps. C'est important pour les gens de ce quartier. Au moment du procès des parties civiles en décembre dernier, la mère de Julien, une des victimes, espérait obtenir des réponses. Pendant 6 ans, on attendait les explications. Grâce effectivement aux avocats qui, à nos côtés, ils ont cherché la vérité. Quelque part, nous, ça nous donne une certaine paix de savoir c'est ce qui s'est passé. Il y avait trop de versions. Là maintenant, on a identifié les responsables. Sur le banc des prévenus, 16 personnes, parmi lesquelles l'un des anciens adjoints au maire de Marseille, l'architecte, le syndic et des copropriétaires. Certains de ces prévenus risquent jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Une influenceuse marseillaise violemment agressée avant-hier soir à son domicile. Soraya Rifi a été séquestrée et battue pendant près de 2 heures. Elle souffre de fractures, de coupures et est profondément choquée. Elle a perdu connaissance pendant l'agression et craint d'avoir été violée. Plus d'informations à lire sur notre site internet.
On passe à l'essentiel de l'actualité nationale et internationale de ce 6 juillet aux États-Unis. Le bilan des inondations meurtrières au Texas ne cesse de s'alourdir. Au moins 59 personnes sont mortes, dont plusieurs enfants piégés par les pluies diluviennes. Le niveau de l'eau monté brutalement est devenu incontrôlable en quelques minutes. Juliette Poissonnier. Le désespoir de ce père à la recherche d'un signe de vie de sa fille de 8 ans. Elle fait partie de la trentaine d'enfants toujours portés disparus dans ce camp de vacances dévasté par les inondations meurtrières au Texas. Elle se trouvait dans ces bungalows, celui-ci ou celui-là. On a cherché aussi loin que possible, mais on n'a pas l'équipement nécessaire pour de vraies recherches. Alors on laisse faire les secours et on cherche des endroits où elle pourrait se trouver en vie. Vendredi, la crue du fleuve Guadalupe a surpris les habitants. Le niveau de l'eau est monté de 8 mètres en seulement 45 minutes, emportant les voitures et certaines maisons. Près de 70 morts. Parmi les victimes, de nombreux enfants qui séjournaient dans l'une des colonies de vacances installées sur les rives du fleuve. Ceux qui ont survécu racontent une nuit traumatisante. L'eau est montée jusqu'en haut de nos lits superposés. On n'avait pas le choix, on a dû nager pour sortir du bungalow. Des centaines de secouristes s'activent pour déblayer les tonnes de branchages à la recherche de disparus. Aidés par des bénévoles, des familles entières solidaires, alors que l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. On cherche des survivants et des corps pour que les victimes puissent reposer en paix. J'ai vu plusieurs personnes mourir. C'est très triste pour notre communauté. Une communauté dévastée. Certains habitants reprochent aux autorités de ne pas avoir évacué les bords du fleuve. La société qui émet les bulletins d'alerte affirme avoir prévenu suffisamment tôt. Elle réclame l'ouverture d'une enquête. Au Proche-Orient, des négociateurs israéliens ont été envoyés aujourd'hui au Qatar afin de trouver un accord de trêve et de libération des otages à Gaza. Le Premier ministre de l'État hébreu a qualifié d'inacceptables les dernières demandes du Hamas. Demain, Benjamin Netanyahou s'entretiendra avec le président américain à la Maison-Blanche. Retour en France, certains des opposants au projet de l'A69 entre Toulouse et Castres dans le Tarn sont sur le départ. Hier, plusieurs centaines de manifestants se sont approchés du chantier en lançant des pierres. Les forces de l'ordre avaient répondu par des tirs de grenades lacrymogènes. La situation est revenue au calme aujourd'hui. Le site est cependant encore sous haute surveillance. Les températures étaient moins suffocantes aujourd'hui dans notre région. La vigilance orange canicule ne concerne plus que la Corse jusqu'à demain matin. Le mercure va donc être encore élevé la nuit prochaine sur l'île de Beauté. La deuxième étape du Tour de France était aujourd'hui la plus longue, plus de 200 km dans les Hauts-de-France et sous la pluie. Jules Longchamp, Olivier Gardette et Benjamin Poulain. 209 km. Les coureurs avaient rendez-vous aujourd'hui avec l'étape la plus longue de ce Tour de France. Une vadrouille dans le Nord et le Pas-de-Calais jusqu'à Boulogne-sur-Mer. De la pluie, une ambiance de carnaval et un nouveau maillot jaune, le journal du Tour, épisode 2. Qui a dit que la pluie allait mettre un terme aux festivités? Malgré le mauvais temps, la foule a une nouvelle fois fait le déplacement. Quitte à attendre plusieurs heures sous un parapluie, il en fallait un peu plus pour décourager les ch'tis. C'est pas la pluie qui vous arrêtez? Non. Maintenant, c'est ce qu'ils ont dit ce matin au réveil. Du tout. Même avec la pluie, on y va. Pour une fois qu'ils passent par ici, on peut pas rater l'occasion, donc on y va quoi. On y va. Tant pis pour la pluie. J'ai jamais vu le Tour de France, du coup je pouvais le voir en vrai et du coup j'ai dit oui. Et c'est pas la pluie qui va t'arrêter? Non. Côté coureur, chute et imperméable de rigueur. Pour trouver un rayon de soleil, il fallait attendre l'après-midi et regarder sur le bas-côté. Dans le Pas-de-Calais, terre de carnaval, concours de déguisement. Place à la fantaisie et aux couleurs pour encourager les coureurs. L'esprit du Tour à se déguiser pour amuser la galerie, c'est drôle. C'est tout. Alors, il y a la moustache, mais ça, je vais éviter de la retirer. Il y a la casquette Mario. Je voulais attirer l'attention, comme ça, ma maman me verra à la télévision.
Passage du peloton, fumigène, montée de décibels, le Tour de France change de braquet. Dans les derniers kilomètres, tout s'est joué entre favoris. Et à ce petit jeu aujourd'hui, c'est le Hollandais Mathieu van der Poel qui l'a emporté. Le petit-fils de Raymond Poulidor, nouveau maillot jaune. Côté français, 4e place au classement général pour Kevin Vauquelin, maillot blanc de meilleur jeune. Pour lui aussi en quelque sorte, un nouveau déguisement. Retour dans notre région et direction les Hautes-Alpes. Les championnats de France de VTT cross-country se déroulaient ce week-end à Puy-Saint-Vincent. Plusieurs coureurs locaux étaient en lice, chez les hommes comme chez les femmes. Résumé de la journée avec Lucie Robert et Fabien Madigou. Ce week-end s'est ouvert le Festival d'Avignon. Durant les 3 prochaines semaines, la ville accueillera des centaines de milliers d'amateurs de théâtre. Les inconditionnels y croisent des nouveaux venus intrigués, comme l'ont constaté Frédéric Dott et Frédéric Roche. L'ouverture d'Avignon, c'est d'abord le Festival des Valises, un long défilé depuis la gare jusqu'à la billetterie de l'Office du tourisme. Sylvie et Sophie trépignent dans la file d'attente et cochent leurs objectifs. Avoir la carte or et bientôt commencer notre premier spectacle à 15h. Et on va en voir une bonne trentaine. Elles étaient encore à Paris il y a 3 heures. Ces 2 habitués d'Avignon se sont concoctés une cure d'1 semaine de théâtre. Moi j'adore. Alors c'est vrai qu'écologiquement c'est pas terrible, mais les affiches comme ça, c'est-à-dire que le théâtre prend possession de la ville. Moi c'est génial, quoi. Tout est dédié au théâtre, quoi. Donc on est vraiment ailleurs, dans un monde de théâtre, c'est génial. Et venez danser, chanter, rêver au nouveau cabaret. Une atmosphère qui vient de saisir littéralement Ligny, Chloé et Antoine sur le trottoir d'en face. Mais il y a de tout en fait. Montés de Marseille à la journée, ses amis mettent pour la première fois le pied au festival. Je savais que la ville allait être animée, mais peut-être pas à ce point-là. De voir déjà tous les comédiens qui nous arrêtent, c'est surprenant, mais c'est assez amusant aussi. C'est quelque chose qu'on ne voit nulle part ailleurs, je pense. Non, c'est assez envoûtant aussi. À peine le temps d'un snack pour les uns et d'une tenue d'été pour les autres, voici déjà l'heure du premier spectacle. Planning au millimètre pour les habitués. Les jeunes, eux, ont choisi le mode découverte. Je trouve qu'il y a beaucoup, presque trop de trucs et on ne sait pas trop où donner de la tête. On ne sait pas trop comment repérer qu'est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qu'on va pas aimer, quoi. Il n'y a plus qu'à essayer. Verdict dans 1 heure. Depuis 2006, un insecte venu d'Asie s'installe dans les palmiers et les tue. Les propriétaires privés ainsi que les collectivités ont testé plusieurs techniques. Il semblerait que le moyen de lutte le plus efficace soit une combinaison de méthodes pour contenir la propagation. Illustration dans le Var avec Coralie Beck, Ali Benbournan et Benoît Lotte. Ainsi se referme cette édition. À suivre Stade 2 puis la série policière Vanina, Meurtre en Sicile. Je vous souhaite une très agréable soirée.